Salut, moi c'est Émilie et tu écoutes la série des 1000 premiers jours d'un parent produit par The Parents Show. Pour toi, 30 guests de folie sont venus répondre aux questions que tu te poses sur ta parentalité. Il y aura des professionnels et des parents pour te parler du sommeil de bébé, de l'organisation du quotidien des parents, mais aussi sur le postpartum, le suivi médical ou la charge mentale. Et enfin, pour un maximum d'énergie positive, Jenny de Sisters Astro nous dévoilera l'astro des mamas pour savoir quelle maman tu es selon ton signe astro. Moi, c'est Mama Sagittaire. Bref, ça va être le feu. Alors, are you ready pour un show de folie? XOXO, The Parents Show. Ce podcast a été réalisé notamment grâce au soutien du laboratoire Gallia, engagé dans la liberté de parole des parents. Et oui, devenir parent, c'est une expérience unique, stimulante, mais également bouleversante. Ce que l'on appelle les 1000 premiers jours est effectivement une période décisive pour le développement de bébé, mais c'est aussi la période où vous apprenez à devenir parent. Un rôle qui implique de grandes responsabilités et donc parfois des doutes et des remises en question. Notre partenaire, le laboratoire Gallia, est persuadé qu'il n'existe pas de bon ou de mauvais choix, car chaque bébé est unique et que nourrir son bébé raconte avant tout une histoire, la vôtre. La mission de la marque, nourrir la confiance des parents. Devenir parent. Pour certaines personnes, c'est une évidence depuis l'enfance, mais pour d'autres, ça vient après. Parfois grâce à the rencontre de cette personne si spéciale à nos yeux. Et pour d'autres, devenir parent est aussi synonyme de combat ou de questionnement. Bah oui, parfois c'est compliqué de devenir parent. On peut avoir besoin d'aide pour tomber enceinte en ayant recours par exemple à une fécondation in vitro ou on peut choisir une procréation médicalement assistée, autorisée en France. La gestation pour autrui existe également, mais cette pratique est interdite en France, mais autorisée dans d'autres pays. Dans cet épisode, sur le chemin de la parentalité, on abordera certains sujets, mais pas tous. J'ai surtout voulu interroger des mamans, des papas, des pros, parfois les trois en même temps, sur le sujet du désir d'enfant, s'il avait toujours existé ou pas, et sur le chemin de la conception. J'espère que cet épisode te plaira et te laisse te plonger dans la vie intime d'humains qui vont nous raconter leur histoire à l'état brut. Voici leur témoignage. Have fun! Juliette, ou Coucou les Girls, actrice, chanteuse, influenceuse et maman d'un petit baby. J'ai pas toujours voulu être maman. En fait, quand j'étais jeune adolescente, quand j'en parlais avec mes copines de classe, il y en avait qui étaient hyper convaincues qu'elles allaient devenir maman. Et moi, j'étais dans un truc de me dire ouais, non, je sais pas, on verra, grave, pas du tout. Enfin voilà, j'étais pas vraiment là-dedans. Et puis le temps avançant, j'y ai pas vraiment réfléchi parce que surtout, j'étais pas célibataire, mais je papillonnais comme on dit. Et surtout, moi, je m'étais dit bah on verra. Enfin voilà, j'étais pas dans un truc de je veux absolument ou je veux pas quoi. Et en fait, je pense que c'est quand j'ai rencontré mon mec qu'il y a eu un truc qui s'est passé dans le sens où ça a été lui qui a été très en désir d'avoir des enfants. Et alors ça fait 5 ans qu'on est ensemble et il m'en a parlé relativement vite, tu vois, au bout de 1 ou 2 ans, quoi. Et moi, je crois que j'étais pas trop encore là-dedans. Et lui voulait 2-3 enfants. Je lui dis ouais, bah attends, c'est énorme, pourquoi? Et puis en fait, je crois que avec le temps, j'ai surtout eu envie de le voir papa. Et j'avais envie de me dire, en fait, un enfant, bon, bah, c'est très égoïste hein, quand on fait des enfants, on va pas se mentir. Mais j'avais envie, enfin, je me disais là, je crois que c'est le moment, dans le sens où j'ai envie de voir un peu le fruit de notre amour. C'est un peu niais comme phrase, mais c'est vrai, tu vois, d'être dans un truc où j'ai envie de te voir papa, j'ai envie de me voir maman, j'ai envie de voir partager quelqu'un. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais tu vois, on va dire que notre amour soit exponentiel, tu vois. Donc là, ça fait combien de temps que je suis maman? Là, ça fait 9 mois. En fait, je pense que ça fait vraiment 2 ans et demi, 3 ans, tu vois, qu'on a commencé à réfléchir et à s'y mettre. Donc au final, tu vois, ça s'est fait assez récemment. Mais voilà, tu vois, voilà, en gros. C'est quelque chose qui a germé du coup. En fait, toi, c'était pas un enfant pour avoir un enfant comme certaines femmes hein, qui veulent avoir des enfants à tout prix, peu importe, tu vois, coûte que coûte. Toi, c'était plus un enfant avec cette personne-là.
C'est ça, en fait, moi, alors déjà, je pars encore du postulat maintenant que faire un enfant, c'est pas du tout enfin une notion de réussite en fait, tu vois, parce que pour effectivement plein de femmes, avoir un enfant, c'est avoir réussi sa vie. Ok, très bien, tu vois, j'entends. Mais moi, je suis pas du tout dans ce concept-là. Moi, c'est tu peux finir ta vie en n'ayant pas d'enfant et c'est aussi super. Enfin, tu vois. Nous, ça a été vraiment ce truc, ouais, tiens, on a envie de se découvrir autrement que comme amoureux, tu vois. Donc, ouais, ça s'est fait, j'allais dire, aussi simplement que ça, en fait. Coralie, architecte d'intérieur et maman d'une petite fille. Alors, on avait envie tous les deux de fonder une famille. Ça faisait partie de la discussion, entre guillemets, de départ, parce que surtout à nos âges, moi j'avais 30, je sais plus, autour de 35 ans ou 34 ans, et lui, il avait donc 3 ans de plus. Donc en fait, bon, on a tous les deux un passé. La question, elle est vraiment importante à nos âges. Est-ce qu'on a envie de fonder une famille ou pas? Parce que s'il y en a un qui a envie et l'autre pas du tout, ça va coincer à un moment donné, parce qu'en plus, on est pris par le temps, entre guillemets, mais les femmes sont prises par le temps. Donc, on avait abordé le sujet, on était d'accord tous les deux sur le fait que dans l'absolu, on voudrait un enfant. Après, on ne savait pas ni quand, ni quoi, ni comment, mais on voudrait un enfant. Et puis, on s'est laissé en fait, on s'est laissé le temps parce qu'on ne voulait pas non plus se projeter. On a eu aussi tous les deux des déceptions amoureuses assez importantes, même après un long temps, etc., avec la personne. Donc, on voulait pas, on n'était pas tout feu, tout flamme, et on ne voulait pas se lancer à fond dans un truc. On voulait laisser le temps faire et voir venir les choses un peu, tu vois. On était un peu sur la réserve dans la manière d'aborder les choses. Et le temps a fait son travail, en fait. Pierre, plus connu sous son pseudo Ma vie de papa gay, influenceur et papa de 3 girls. Alors, il y a deux choses. Déjà, moi, effectivement, quand j'ai rencontré Romain, parce que finalement, j'ai rencontré Romain assez jeune, et puis j'avais pas eu d'expérience avant, en tout cas homosexuelle, et je me suis quand même dit, bon, ça va être un peu plus compliqué pour avoir des enfants. Après, quand j'ai rencontré Romain, je me suis pas dit, bon, tout de suite, je veux des enfants. Comme je pense que quand on a un couple et qu'on a une petite vingtaine d'années, on se dit pas tout de suite, je veux des enfants, simplement, on profite de la relation, et c'est après, ça vient. Donc, pour moi, c'est venu assez naturellement. Et dans ma tête, assumer et être homo, ça ne voulait pas dire ne pas avoir d'enfants. Effectivement, c'était même avant la loi qui autorise le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. Mais je me suis dit, voilà, j'aurai des enfants, point. J'ai compris que ce serait plus compliqué que la moyenne pour avoir des enfants. Mais pour moi, ce n'était pas incompatible. Et je me suis donné raison avec 3 enfants. Mais j'ai toujours voulu être là. Forcément, c'est un peu plus compliqué quand on est 2 hommes. Alors, naturellement, on se pose la question de l'adoption, à savoir qu'on s'est posé cette question-là avant la loi qui autorise le mariage et l'adoption pour les couples de même genre. Bien sûr. Donc, à peu près en 2011, et cette loi est arrivée en 2013. Donc, en fait, à cette époque-là, on ne pouvait pas adopter en couple, il fallait adopter en tant que célibataire. Donc, au début, on s'est posé la question, on s'est dit, bon, voilà, on va se faire passer pour célibataire, et puis ça comprenait aussi, euh, peut-être mentir sur notre vie, arranger la vérité. Et puis, je me souviens, à cette même période, j'avais une collègue qui, elle, est en couple hétéro, qui adoptait. Et en fait, ça faisait 10 ans qu'elle attendait en fait d'avoir un enfant. Donc forcément, je me suis dit, bon, si déjà ma collègue, 35 ans, bien rangée, mariée, qui n'a pas d'enfant par l'adoption depuis 10 ans, est-ce que c'est moi ou Romain qui allons réussir à avoir un enfant, quoi. Donc rapidement, on s'est dit que ce serait peine perdue. Donc on s'est renseigné sur d'autres formes de parentalité. Et on s'est renseigné sur la coparentalité, c'est-à-dire faire un enfant avec un couple de femmes ou une femme seule. Et en fait, on s'est dit que ça ne convenait pas assez rapidement, puisqu'on ne voulait pas partager un enfant. Alors ça convient à d'autres, hein, c'est très bien, mais nous, ça ne nous convenait pas. On voulait vraiment avoir notre enfant et ne pas ensuite, à la naissance, le partager une semaine sur 2, les vacances scolaires. Et puis en plus, c'est quelque chose qui n'est pas du tout reconnu en France. Donc si jamais il y avait un souci où les mères voudraient garder l'enfant et finalement plus du tout faire une garde partagée, ou si nous, on voulait, enfin, on ne sait pas.
c'est pas du tout reconnu, donc c'était trop risqué et ça, de toute façon, ça nous convenait pas. Donc on était un petit peu à se demander comment on allait faire, donc on lâchait pas l'adoption. Et parallèlement à ça, on s'est inscrit dans une association, l'ADFH, à Paris, pour rencontrer d'autres couples qui ont réussi à avoir des enfants. Et on a rencontré un couple d'hommes qui avait fait appel à une mère porteuse aux États-Unis. Donc, nous, au début, ça nous paraissait quelque chose d'absolument... Enfin, c'était pas possible, en fait. C'était réservé à certaines catégories de personnes. On n'en parlait pas du tout en France, surtout à cette période-là, encore moins à l'époque. Je rappelle, on est en 2011. Et puis finalement, l'idée a un peu mûri. On a eu grâce à cet assaut, il y a eu des partages d'expériences. Et finalement, nous-mêmes, on avait un a priori sur la GPA parce qu'on parle forcément on entend beaucoup marchandisation du corps de la femme, etc. Et en fait, cette fois, quand on en a entendu parler, on s'est dit, non, en fait, c'est pas que ça. Il y a aussi des très belles histoires. Il y a aussi des gestations pour autrui qui sont éthiques, qui ne sont pas sur ce côté marchandisation. Voilà, on s'est vraiment penché sur cette question et on en a conclu que c'était pour nous la meilleure solution. Puisque pas besoin d'attendre pendant peut-être 10 ans ou voire jamais, pas besoin de mentir, pas besoin de faire une garde alternée. Donc, on aura un enfant à nous. Fiona et Gilles, heureux parents de 2 garçons. Ça a toujours été une certitude, ça c'est sûr. Ouais, je crois qu'on s'est rejoints. Moi, j'étais à une période où j'ai 30 ans. Maintenant, j'ai envie quelque part de passer à autre chose, à un autre stade de ma vie. Et puis, en rencontrant Fiona, j'ai l'impression qu'on avait vraiment les mêmes envies, quoi. Donc, c'était naturellement. Ouais, c'était assez naturel, quoi. Ok, pas de sujet, du coup, il y en a un qui veut, l'autre qui veut pas. Il n'y avait pas de ça, quoi. Non. Non, je crois qu'on était plutôt... combien plutôt se demander combien et puis... Et comment les circonstances dans lesquelles on allait pouvoir les faire, dans quel milieu, dans quelle région en Belgique Surtout, toi, tu étais plutôt... t'étais un peu pressé qu'on en ait, t'avais peur, par exemple, que je sois stérile ou... on devient vieux, il n'y a rien à faire, on s'inquiète toujours... Quand on passe la trentaine, on se dit toujours ça va marcher, ça va pas marcher. Et puis tu étais aussi, de par ton métier, quand même, où tu vois beaucoup d'enfants quand même qui ont des graves problèmes. Tu étais assez stressé aussi par rapport à tout ça, quoi, on peut dire. On connaît les statistiques, donc on sait très bien qu'on a 5% de chance de ceci, 1% de chance de cela, et quand on additionne tout, on se dit qu'on a très peu de chance d'avoir un enfant qui va bien. Donc c'est vrai que ça reste en tête et ça hante un peu l'avant, pendant et après. Mais... Moi, j'étais pas du tout stressé par rapport à tout ça, mais je comprends. Je suis pas souvent stressé, mais je comprends qu'avec ton boulot, tu as été stressé. Ouais. Delphine Marek, auteure, artiste et maman de 2 kids. Le désir d'enfant, il a toujours été là. Alors, je dirais pas toute petite. Il y a des femmes pour qui c'est toute petite. Moi, je dirais que c'était à partir de l'adolescence et de mon premier amour vers 16-17 ans. Là, je me suis dit, je veux être maman un jour. C'est sûr que je serai maman. J'ai hâte d'être maman. Moi, j'étais très amoureuse et ce mec-là, en gros, on allait faire des bébés dès qu'on s'installait ensemble, quoi. Bon, finalement, on est restés ensemble 3 ans. Et puis, on s'est séparés, voilà. Mais il y avait ce truc-là qui était né en moi. Je m'étais dit, c'était sûr que j'aurais des enfants un jour. En tout cas, il n'était pas question que j'en ai pas. J'en voulais à tout prix. Et puis après, j'ai rencontré le papa de mes enfants, David. Et on est tombés très amoureux. Et puis là, j'étais pressée également. J'avais hâte. J'avais hâte tôt. Après, j'avais conscience qu'il fallait quand même qu'on passe certaines étapes, surtout qu'on était très traditionnels tous les deux. Donc, on voulait d'abord se marier, on voulait vivre ensemble, on voulait se marier, faire les enfants après. Donc, c'était dans la suite logique. Et moi, j'aurais pu, 22, 23, ça y est, je me voyais déjà avec un ventre rond, j'avais hâte et tout ça. Et puis, on a quand même attendu un peu. Lui, il avait envie d'attendre. Je pense qu'il aurait même pu attendre encore plus, mais on a trouvé le juste milieu. On s'est mariés, on a attendu quelques mois et après, on a lancé le projet bébé. Et puis, Aaron, il est arrivé très, très vite. En un cycle, il est arrivé. Donc, du coup, je suis tombée enceinte tout de suite après avoir
décidé qu'on allait en faire un. Et j'étais super heureuse que ça arrive vite parce que, oui, le désir était là depuis longtemps. Oui, il y a eu les quelques mois d'attente, mais je savais que ça allait arriver. Puis j'avais envie qu'il le veuille autant que moi aussi. Donc, bon. Et puis, voilà, on est mariés, on est jeunes. Je sais que ça va arriver. Non, ce que j'avais, ça c'était mon petit secret à moi, je me gardais bien de lui dire, mais je bossais dans la presse photo. Et du coup, on était très au courant de toutes les actualités People, parce que j'étais dans une agence de news et People, enfin une agence généraliste. Et du coup, dès que je voyais une femme enceinte, on devait faire des petites rétros, des petites choses comme ça. Et j'avais un fantasme de la grossesse à force de voir tout le temps les célébrités enceintes et de faire tout le temps des rétros grossesses de femmes enceintes. Et je me disais, j'adorais son look. Ah, tiens, je voudrais aussi avoir ça. Donc, j'étais plutôt dans une espèce de fantasme, de projection de comment ça va être quand je vais être enceinte. C'était beaucoup la grossesse d'ailleurs qui me fascinait, qui me faisait rêver. L'application WeMoms permet de discuter avec des mamans 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est un endroit où tu peux partager ton expérience ou poser une question à la communauté de mamans présente sur l'application. Le cofondateur de WeMoms, Dino, nous raconte comment son application l'a aidé avec sa paternité. Ça m'a énormément apporté, c'est de la connaissance sur les différentes étapes par lesquelles on allait passer. J'avais un côté presque prophétique. Là, dans quelques semaines, c'est ça qui va se passer, ça va bien se passer, c'est pas grave. Je me le disais à moi-même. Et pour autant, t'as beau être surinformé, et je dois faire partie sûrement des mecs qui ont reçu le plus d'informations avant d'être un jeune père, je pense que t'es jamais prêt, et je pense que émotionnellement, tu l'es pas du tout. Et donc, que ce soit la phase de conception, où nous on a mis du temps à réussir à avoir cette grossesse, que ce soit la phase de grossesse en elle-même, où t'as cette excitation, t'as cette préparation, et en même temps, tu sens que t'as un changement qui est en train d'arriver, que tu maîtrises pas, que tu contrôles pas, ou l'arrivée de ses enfants, parce que moi, ça a été des petits jumeaux, un petit garçon et une petite fille, et donc, t'es pas prêt à ça. Et quel que soit ton niveau de préparation logistique, psychologique et informationnel, en fait, t'es pas prêt à cette espèce de shot fabuleux d'émotions, d'amour et en même temps de stress et de fatigue et tout ce que tu peux imaginer. Mais j'ai avant tout la chance d'avoir une femme extraordinaire, d'avoir des enfants qui sont fabuleux, d'être très bien entouré par ma famille. Et donc, WeMoms m'a beaucoup aidé. Mais c'est là que tu te rends compte qu'entre guillemets, toute la préparation que tu vas pouvoir avoir sera de toute façon pas la solution. Et c'est justement le fait, dans cette période-là, d'être entouré, d'être accompagné et donc d'être soutenu émotionnellement et aussi logistiquement qui fait en sorte que tu vas t'en sortir, en tous les cas, que tu vas être plus serein et que tu vas passer ces phases qui peuvent être très, très bouleversantes de manière plus saine et sereine. Marie-Clémence, auteure et maman de 2 petites filles. Alors moi, en fait, je viens d'un milieu bourgeois et catholique dans lequel la maternité est une chose évidente. C'est-à-dire qu'on nous prépare, en tout cas moi dans mon éducation, on m'a jamais préparé au fait que je pourrais ne pas vouloir d'enfant ou au fait que le fait d'avoir un enfant puisse être pas une mauvaise chose, mais puisse bouleverser vraiment ta vie dans le mauvais sens, etc. C'est une autre génération aussi. Ma mère, elle a eu 4 enfants. Enfin, 5, mais j'ai perdu un grand frère bébé. Donc, elle a élevé 4 enfants. Elle était mère au foyer. Et dans ma famille, 90% des femmes sont mères au foyer. Et j'ai toujours vu ma mère s'épanouir dans ce rôle de mère. Même si je l'ai vu parfois péter un peu un câble, ou voilà, ce qui est normal, hein, avec 4 enfants, on peut imaginer que ça ne doit pas être toujours très simple. En tout cas, je me rends compte aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai toujours vu la maternité comme une chose positive et assez épanouissante. Et évidente. Évidente aussi, ouais. Donc vraiment, tout de suite, je me suis dit, je veux grandir avec... j'ai grandi avec cette envie d'être mère. Je me suis jamais posé la question, je me suis jamais dit je pourrais ne pas en avoir envie, ou etc. Pour moi, c'était une évidence que toutes les femmes devaient avoir envie d'être mère et devaient être très heureuses d'être mère et ne jamais se plaindre et ne jamais être fatiguée, etc. parce que c'est fantastique. Et puis bon, comme tout le monde, hein, j'ai grandi et puis j'ai réalisé que les choses n'étaient pas forcément aussi lisses. Et en fait, j'ai toujours été avec des hommes, enfin des garçons. Et à 20 ans, j'étais en stage à Paris et en fait, j'ai rencontré une femme, donc Aurore,
qui a 8 ans de plus que moi, et qui, elle, vient vraiment d'un milieu social très, très opposé au mien. Donc à l'époque, j'étais en couple avec un garçon avec qui je pensais faire ma vie. On était ensemble depuis 5 ans et puis je pensais que c'était le bon, etc. Et puis, ben voilà, tout simplement, l'histoire d'amour démarre avec Aurore. Donc c'était il y a 13 ans. Et voilà, il m'a fallu un an pour tout plaquer, en fait, dont ce garçon surtout, et puis partir faire ma vie avec Aurore. À aucun moment, par exemple, je me suis dit ah ben je suis avec une femme, je n'aurai pas d'enfant. Et c'est drôle parce que la première chose que mon père m'a dit, justement le jour où je lui ai annoncé que j'étais avec Aurore et qu'il m'a dit écoute, on t'aime tel que tu es, etc. Il m'a dit par contre, est-ce que tu es prête à construire une vie qui ne sera pas celle dont tu as rêvé et donc à renoncer à ton désir de maternité, etc. Et en fait, c'est drôle parce qu'à aucun moment, je me suis dit bah, j'aurais pas d'enfant. Alors qu'à l'époque, quand je rencontre Aurore, on parle pas de mariage pour tous, on parle encore moins de PMA. On sait que ça existe, mais de manière cachée, etc. Mais on parle pas de tout ça. Ce n'est pas dans l'actualité, donc c'est même pas. Mais à aucun moment donné, à aucun moment, je me dis je vais devoir renoncer à mon désir d'être mère, quoi. Et les autres, ils renoncent déjà pour vous avant, en fait. Et c'est fou parce que si j'avais pas été si sûre de moi que je voulais des enfants, si sûre de moi que j'aimais Aurore, etc., j'aurais pu dire ah bah non, bah merde, ok, bah non, t'as raison. Moi, mon projet numéro 1 dans la vie, c'est d'être mère, donc je vais plaquer Aurore, c'est fini, et puis je retourne avec un homme et je vais faire des enfants. Quand les années ont passé, et voilà, j'étais avec Aurore et elle n'avait pas du tout envie d'avoir d'enfants. Ah, ok. Elle voulait pas d'enfants. Ouais. Non, en fait, Aurore, c'est aussi notre génération d'homosexuels, hein, mais elle, avec 8 ans de plus, elle a vraiment grandi avec cette image de t'es lesbienne, tu vivras en coloc avec ta copine, et puis vous aurez jamais d'enfants, en fait. Tu vois. Et en plus, la notion de maternité, elle, dans sa famille, n'était pas quelque chose de positif. À chaque fois qu'il y avait un enfant, il y avait forcément une rupture dans les mois qui ont suivi. Donc vraiment, elle se disait, oh là là, avoir des enfants, mais pourquoi c'est déjà difficile de trouver sa place dans la société. Alors t'imagines si moi, trouver ma place, pour elle, trouver sa place face à un enfant qu'elle n'aurait pas porté et tout, c'était compliqué. Et donc, il a fallu que je patiente aussi, que j'apprenne à me dire que tout le monde n'est pas prêt. Moi, j'étais prête dans ma tête depuis l'enfance, elle ne l'était pas, quoi. Donc un jour, elle a sauté le pas avec moi, on y a été ensemble. Et avant de passer à la suite de ce podcast, j'aimerais remercier le laboratoire Galia pour son soutien. Nous partageons des valeurs communes et il me semble important de préciser que, depuis plus de 50 ans, les équipes de sages-femmes et nutritionnistes du laboratoire Galia s'inspirent du miracle du lait maternel pour accompagner votre bébé au quotidien et répondre à ses besoins nutritionnels spécifiques avec des formules contenant des ingrédients naturellement présents dans le lait maternel. Le laboratoire Galia propose une gamme complète de solutions adaptées afin de nourrir votre bébé selon son histoire, la vôtre. Avec le laboratoire Galia, retrouvez Calisma Bio 2, alliant expertise et exigence de l'agriculture biologique, mais également la gamme Bébé Expert pour répondre à des besoins plus spécifiques. Laboratoire Galia, votre histoire, notre expertise. Guylaine, naturopathe et maman de 2 big boys. Je ne savais pas vraiment si je voulais un enfant ou pas. J'ai jamais vraiment su. Après, j'étais pas contre l'idée d'avoir un enfant, mais je pensais que si jamais je rencontrais pas la bonne personne, en fait, je pouvais toujours adopter un enfant seul ou faire un enfant seul éventuellement. Bon, j'étais plus jeune. Ensuite, j'ai rencontré mon compagnon. J'avais 28 ans. Et en fait, en le rencontrant, lui, il avait vraiment envie d'avoir un enfant. On avait 28 ans tous les deux. Lui, il avait vraiment envie d'avoir un enfant. Et je pense que c'est en étant avec lui que vraiment j'ai développé ce désir d'avoir un enfant. En fait, en étant avec lui, en voyant comment on était ensemble, j'avais vraiment envie d'avoir une famille avec lui. Et lui? Donc, c'est comme ça. Ah oui, et lui, oui. Lui, il a toujours voulu avoir des enfants. Donc, lui, c'était son désir premier. Et puis voilà, donc au bout de 2 ans, en gros, on a commencé à essayer à avoir un enfant. Donc, je suis tombée enceinte assez rapidement. Audrey Lieuteau, fondatrice de Mon Petit Bikini, cofondatrice de NHLT, influenceuse et maman d'un petit Pablo. J'ai jamais vraiment voulu être maman. En fait, c'était dans mon schéma de vie. C'est-à-dire que je me voyais pas une vie sans enfant, mais on peut pas dire que j'ai eu le déclic ou une envie très forte et très profonde. Voilà, je me suis juste dit c'est le cheminement. J'ai créé ma boîte, je me suis mariée,
J'étais heureuse. Je dis bon bah voilà, la suite logique, c'est un enfant. C'était plus un aboutissement, mais c'était pas viscéral. Après, quand il y a une période où en fait c'est devenu un peu viscéral parce que j'en voulais un, mais ça a pris un peu de temps. Du coup, je me suis découragée. J'ai dit bon bah c'est pas le moment. Et du coup, pas que l'envie m'est passée, mais c'est devenu moins viscéral en fait. Voilà. Et du coup, je tombe enceinte à ce moment-là. Une maman qui souhaite rester anonyme, maman de 2 enfants. Moi qui m'étais toujours projetée mère, en fait, je m'étais toujours dit, voilà, je serai mère, je suis faite pour ça, enfin, je vois pas la vie autrement. Grande désillusion. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Clairement, c'est que du bonheur qu'on m'avait vendu. Je ne le voyais pas pour le moment. Daniela Martins, auteure, influenceuse et maman de 3 enfants. Ça te tournait vite à l'obsession parce que comme tu dis, ma mère qui tombe enceinte tout de suite et pas toi. Comment ça? Pourquoi? En fait, le jour où on s'est dit, OK, on fera un enfant et en contrepartie, on va en adopter un deuxième, ça y est. Et moi, j'étais décidée, hop, c'est bon, c'est demain. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu décides un truc, tu le veux tout de suite, tu vois. Et moi, c'était ça. Du coup, le jour où j'ai accepté, je le voulais tout de suite, quoi. Et puis comme un caprice, c'est fou, hein, comme un caprice, ouais. Alors moi, je culpabilisais parce que moi, ma mère, enfin voilà, c'est l'entourage est magique, hein, à chaque fois. Ma mère me disait, moi, je comprends pas parce que moi, je suis tombée enceinte tout de suite. À chaque fois, ouais, tu vois, genre, donc ça te fout quand même un coup de pression. C'est ta mère. Moi, je pense que c'était pas méchant, mais quand même qu'elle le dise, moi, tout de suite, hop, je suis tombée enceinte. Donc ouais, ça te met un petit coup de pression. Et puis tu commences à te poser des questions sur ta fertilité. Tu te dis peut-être que tu as des problèmes plus graves, entre guillemets. C'est-à-dire, tu te remets en cause. Tu te dis, est-ce que c'est le karma? Parce qu'en final, t'en voulais pas. Donc peut-être que, tu vois, la nature décide de ne pas t'en donner. Donc ouais, tu te remets beaucoup en cause. Et en fait, tout tournait autour de cet enfant, de ce futur enfant. Vraiment. C'est-à-dire que quand je dis que tous les rapports avaient tous le même but, c'est vrai. Tu vois, tu le faisais même plus par plaisir. Tu le faisais parce que tu voulais tomber enceinte. Et ça devenait vraiment une obsession. Et quand les gens ils te disent arrête d'y penser, mais ça ne marche, tu vois, tu es d'accord avec moi, tu vois, plus tu contrôles pas tes pensées, c'est pas possible. C'est comme quand on dit arrête de chercher, c'est quand on cherche pas que tu vas trouver l'amour. Je pense qu'on était tous les deux dans la guerre, comme tu dis. Et lui, il était prêt aussi à faire des tests de son côté. D'ailleurs, il avait des rendez-vous déjà de fixés parce que, en fait, il s'occupe d'abord de la femme. Et après, il s'intéresse à l'homme. C'est souvent la femme qui c'est fou cette pression. Hein. Dès le départ, c'est au niveau de la femme qu'on cherche. Tu vois, c'est un coup de pression. Et Valentin, il n'était pas prévu du tout, quoi. Moi, je voulais m'arrêter à un enfant. Et puis, il y a un soir où j'ai quand même un retard de règles, quoi, tu vois. Et je me dis, c'est bizarre, c'est pas normal. Et je le fais, mais vraiment en mode juste pour me rassurer, tu vois. Je me dis, bon. Et puis quand les 2 barres s'affichent, j'appelle Julien. J'étais dans la salle de bain, je dis Julien, il me dit quoi? Je dis viens voir. Il me dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis viens voir. Et tu vois, il était là en mode ça veut dire quoi? Je dis je suis enceinte. Tu vois, c'était un truc de fou, quoi. Mais heureux événement. Ouais, enfin sur le coup, c'était un peu pour nous c'était logique qu'on le garde, tu vois, il n'y avait pas eu de doute. Il n'y a pas eu de qu'est-ce qu'on fait? Non. C'était voilà, c'était effectivement une surprise. On a mis, je pense, peut-être une nuit, enfin, tu vois, à s'en remettre, entre guillemets. Et c'est surtout quand on m'a annoncé, je l'ai su très tôt, hein, j'ai su à 13 semaines que j'attendais un garçon, donc ce qui est relativement tôt. 13 semaines, non, mais même moins. Un peu moins de 12 semaines. J'étais à 11 semaines et quelques. Et c'est là où, en fait, ça s'est vraiment concrétisé dans la tête, tu vois. J'ai mis le temps à vraiment me réjouir. Alors que pour Eléa, j'étais enceinte dès le premier jour, quoi, tu vois. C'était un truc de fou. Et ce que j'ai dit à Julien est vrai, c'est que Valentin m'a réconcilié avec la maternité. Et Valentin, il m'a redonné la foi dans la maternité. Parce que je suis restée sur quelque chose de très négatif. C'est pour ça que j'en voulais pas. Je dis, mon Dieu, mais si la maternité, c'est que ça, mais
mais c'est mort, j'en veux pas d'autres. Et Valentin est venu me montrer que non, c'est possible de faire enfin, c'est possible d'avoir des enfants différents et de faire autrement, parce que du coup, vu que tu as un enfant différent, tu t'y agis différemment et c'est grâce à lui que Martin est là. Parce que si j'avais eu Eléa et Martin, mais il n'y aurait pas eu de troisième, parce que les deux sont pareils, mais si j'avais eu les deux comme ça, il n'y aurait pas eu de troisième. Yesta, ancienne candidate de Koh-Lanta, influenceuse et maman de 2 enfants. Alors honnêtement, je me suis jamais posé la question parce que pour moi, c'était évident d'avoir des enfants. C'était évident de faire des enfants, d'avoir des enfants. Donc je me suis jamais. C'est vrai que j'ai grandi dans cette idée-là, quoi. Que je me voyais pas ne pas avoir d'enfants, mais je me posais pas la question de quand j'allais en avoir. En tout cas, c'était pas quelque chose qui me que j'attendais avec impatience, quoi. J'ai jamais été émerveillée devant un bébé à l'âge de 14 ans, par exemple. Ouais. Alors que j'ai eu beaucoup de copines qui, elles, dès le plus jeune âge, quand on était au collège, dès qu'elles voyaient un bébé, elles étaient « Oh, il est trop beau, il est trop mignon ». Moi, ça m'a jamais fait ça, honnêtement. Mais j'ai toujours su que je voulais des enfants. Je m'étais pas mis d'objectif ou de pression par rapport à ça, quoi. En fait, c'est comme je dis à mes amis à l'heure actuelle, en fait, pour moi, c'est pas que j'ai l'impression que c'est pas on veut un enfant à ce moment-là, c'est que la personne avec qui on est nous donne l'envie d'avoir un enfant. Je sais que je voulais pas faire un enfant jeune, ça je le savais, je m'étais dit oui, vers la trentaine, quoi, tranquille, on a le temps. Et quand j'ai rencontré Benoît, lui, il avait énormément envie d'avoir des enfants rapidement, et donc c'est lui qui me demandait allez, on fait des enfants. Et moi je me disais mais non, mais ça va pas, mais c'est trop jeune, j'ai que 26 ans. Et en fait je me suis rendu compte que en fait avec lui j'avais pas forcément envie d'attendre, et donc go, quoi. On s'est lancé. Ce que la Dream Team professionnelle nous dit. Anna Roy, sage-femme, podcasteuse, auteure, chroniqueuse dans la maison des maternelles et maman de 2 kids. Il faut qu'en fait le couple devienne un sujet. Tant qu'on n'a pas d'enfant, on peut être en couple et ne pas en discuter quelque part. Une fois qu'on a un enfant, il faut mettre son couple au cœur des discussions, au cœur de nos échanges, pour la simple et bonne raison que c'est pas très romantique ce que je vais dire, mais créer une famille avec quelqu'un, c'est comme s'associer ou créer un business avec quelqu'un. Ouais. Alors que c'est d'ailleurs quelqu'un avec qui on n'aurait pas forcément créé de business. Voilà. Et donc il faut en discuter, il faut vraiment prendre soin de son couple et que ça devienne un sujet de préoccupation, parce que le quotidien avec un bébé, parce que toute l'immensité de ce qui va vous tomber sur la tête peut créer des zones de tension. Comme je dis toujours, c'est l'arrivée d'un enfant, c'est vraiment l'idée de la machine à laver sur un pull de cachemire. Soit vous avez le bon programme et votre pull de cachemire ressort plus éclatant que jamais, et c'est ce que va faire l'enfant sur une histoire d'amour, c'est magnifique, ça soude le couple, etc. Soit alors vous vous plantez de programme, et là, ça va être la catastrophe, et ça peut même mener jusqu'à la séparation, et votre pull en cachemire va sortir en charpie. Donc c'est à la fois extraordinaire, mais c'est quand même extrêmement dangereux aussi. En fait, là aussi, j'aime bien dire que c'est un reset sur notre vie. On va devenir quelqu'un d'autre. En fait, on opère une mue comme il n'existe pas d'autre. Certains comparent ça à l'adolescence. Moi, je trouve ça beaucoup plus fort que l'adolescence. Parce qu'en fait, à l'adolescence, on change pas son mode de vie. On quitte pas ses parents parce qu'on a 15 ans. Là, on quitte tout. C'est-à-dire tout ce qui faisait notre vie va être changé pour le meilleur. Des fois pour le pire, ça dépend. Mais en tout cas, tout est à réinterroger. Donc, c'est un choc, en fait, inouï comme celui de naître ou celui de mourir. Mais c'est équivalent. Je crois que c'est le plus grand choc de l'existence. Avant, on vivait en soi pour soi. Là, on va vivre aussi pour quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre, et la responsabilité de quelqu'un d'autre. C'est vertigineux. Il n'y a rien qui sera pareil. Et donc, de parler de cette question du deuil, il y a un deuil à faire de la vie d'avant, qui est plus ou moins fort selon les gens. Oui, non, c'est un choc inouï, mais qui est super. Hein. Moi, je suis vachement mieux maintenant. Hein. Moi, j'en parle d'autant plus facilement que alors, ramener à mon cas personnel, c'est pas par égocentrisme, c'est pour que les gens se disent putain, même si Anna Roy est comme ça, ok. C'est pareil pour tout le monde, c'est pas grave. Oui, c'est un vrai deuil, c'est-à-dire qu'à la fois je suis devenue quelqu'un de bien meilleur, mais ça j'en ai vraiment l'intime conviction, mais à la fois j'ai tellement envie des fois d'être la Anna d'avant, si insouciante, si légère, si énergique, si insouciante. Elle me manque, vraiment elle me manque.
Karen Guez, ostéopathe. C'est l'attente le plus dur à gérer. C'est-à-dire elles ont fait plein d'examens, des IRM, en général c'est des radios pour voir la perméabilité des trompes, prise sanguine pour voir les hormones, les taux des hormones, et tout va bien. Et elles sont juste là à se demander pourquoi ça n'arrive pas. Et elles sont là souvent en mode pompier. Bon, on m'a dit que l'ostéopathie fait du bien. J'ai vu que ça peut aider à la conception, donc je viens ici, débloquez-moi ce qui ne va pas. C'est soit elles n'ont pas encore fait l'étape PMA, procréation médicalement assistée, et du coup c'est juste avant l'étape, soit c'est une pause. C'est qu'elles ont souffert et que malheureusement ça n'a pas donné de grossesse, et elles sont là, je fais une pause et je tente les solutions naturelles. Et donc là, la première chose que je leur explique, je ne suis pas un pompier, j'éteins pas le feu, là où il n'y a pas forcément de feu, et que je suis plutôt là à leur expliquer que leur cœur va bien et qu'il y a peut-être éventuellement des choses à venir rééquilibrer, ou en tout cas améliorer la fonction. Donc, quand je parle de la fonction, c'est l'aide à la conception, c'est la fécondation. Pour certaines, c'est la nidation. La nidation, c'est la plantation de l'embryon. On va travailler, on va déjà refaire un bilan. Je vais lister les traumatismes qu'elles ont pu avoir, physiques, émotionnels, les violences, qui peuvent aussi s'imprégner dans les tissus, et les soulager par rapport à ça. Donc, c'est à la fois très mécanique, parce que je viens lever des blocages qui peuvent être articulaires, faciales, musculaires. Je leur explique que souvent, quand il y a des émotions qui sont très fortes, ça peut aussi imprégner très fort les tissus. Donc, en même temps qu'elles me racontent leur histoire, et ça peut aussi libérer des choses. On va avoir une attention particulière à tout ce qui est le système vasculaire, en fait, tout ce qui vient alimenter la zone pelvienne, donc les nerfs, l'alimentation au niveau nerveux, au niveau vasculaire, le drainage lymphatique. Donc tout ça va permettre de donner une homogénéité dans cette région-là. Et ensuite, je leur dis, moi je viens lever des blocages, ou en tout cas leur donner un meilleur ressenti sur des choses qui peuvent travailler un peu moins bien, qui peuvent être un peu moins souples, si tu veux. Et je leur demande, en tout cas je les conseille, je leur explique que c'est bien de l'entretenir maintenant tous les jours. Donc ça passe par le mouvement, une reprise de confiance en soi aussi dans la zone pelvienne, de se reconnecter avec leur corps, avec leurs sensations. Donc je leur explique comment le bassin bouge, sur des flexions, extensions. Je leur demande de m'expliquer un peu comment elles sont au quotidien, si elles sont assises 24 heures derrière un bureau, et dans quelle posture elles sont, parce qu'il y en a qui vont être très en avant, très en extension, et il y en a qui vont être aussi très affaissés. Et donc par rapport à ça, ça peut nous donner des pistes, nous en tant qu'ostéo, se dire cette région-là, elle est plus comprimée qu'une autre, il va falloir la bouger, la drainer, la réveiller, ou alors d'autres, celle-ci bouge pas trop, il faut la stimuler un peu plus. Donc ça passe par des exercices, c'est un éveil moteur, un peu comme on fait pour les bébés, et là on fait pour la femme, pour l'adulte. Si une patiente a tendance à être très courbée, à se tenir derrière sa chaise de manière très courbée, très lordosée, je vais leur dire de reposer un peu plus le bassin et de faire des pauses, surtout dans la journée, pour venir mobiliser cette zone-là, pour lever les fixations qu'il peut y avoir au niveau vertébral, parce que ça ne bouge pas, parce qu'elles sont dans un état fixe, figé. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est bouger, donner du mouvement, et du coup, dans notre vision, c'est... en tout cas selon mon point de vue, c'est lever, le fait que ça bouge, et ça vient pomper à l'intérieur, et pomper, ça veut dire alimenter, et donc donner un influx à la fois nerveux, vasculaire et lymphatique dans la région qui a besoin d'être un peu plus potentialisée, Le désir d'enfant évoqué à travers les différents témoignages semble être contrôlé, conscient et raisonnable, avec un vrai besoin de transmission. En écoutant ces différentes histoires, on remarque que le psychique est très présent dans ce désir d'enfant. Dès que nous avons pris la décision d'avoir un enfant, il doit arriver tout de suite maintenant. Et surtout, il n'y a plus de distinction entre le désir et la conception physique. Aujourd'hui, si tu veux un enfant, tu peux en avoir un. Rappelons quand même qu'aujourd'hui, l'infertilité concerne de plus en plus de personnes dans le monde. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, on estime qu'entre 48 millions de couples et 186 millions de personnes sont touchées par l'infertilité. On termine cet épisode avec un peu de douceur et les jolis mots de la queen Delphine Maharek, auteure du roman La couleur du miel, qui m'a fait le plaisir de lire des extraits de son livre exclusivement pour toi et que tu retrouveras tout au long de cette série.
Je ne vois plus que les femmes enceintes dans la rue, les bébés dans les poussettes, les histoires de grossesse à la télé. C'est viscéral et animal. Je le ressens dans mon ventre et dans mes tripes, un besoin irrépressible de donner la vie et d'avoir un petit nous niché au creux de moi. Dis maman, c'est ce qui arrive quand on est amoureux. C'est donc ça l'instinct maternel ? Parce que là, je te jure, je pense bébé, je vis bébé. J'ai envie de voir mon ventre s'arrondir et le fruit de notre amour grandir, grandir. J'ai envie de châteaux de sable et de parties de cache-cache. J'ai envie d'avoir un petit être à aimer, de lui apprendre à lire et à compter, de l'embrasser, de prendre soin de lui, de le voir marcher et parler, grandir, vivre, aimer. C'est beau, maman, je ne suis pas enceinte et j'aime déjà l'idée de la maternité. Avant, les gens avaient des enfants autour de moi et c'était super. Oui, c'était cool les gosses, je sais. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, quand je vois des enfants, je suis émerveillée. C'est le miracle de la vie, c'est la beauté de cet être si pur qui se bat sans même s'en rendre compte. Celui dont sort cette vérité parce qu'il est le seul innocent sur Terre. Celui qui nous amuse par sa naïveté et nous rajeunit dans la foulée. Je suis allée au Square Violet et je les observais. Ils étaient beaux, ces parents débordés, épuisés, sans mouchoir ou sans linge, partis à l'arrache ou très organisés. Ils étaient beaux et je les enviais. Pour conclure ce podcast, et parce qu'il n'est pas toujours simple de trouver les réponses aux questions du quotidien, le laboratoire Galia a créé un service personnalisé avec équipe de sages-femmes, nutritionnistes et experts qualité pour vous écouter et répondre à vos questions 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Ce service est accessible par téléphone ou par email sur le site www.laboratoire-galia.com. Si tu as aimé cet épisode, tu vas adorer le prochain de cette série sur la vie pendant la grossesse avec d'autres témoignages inédits et bien sûr que du love. N'hésite pas à suivre toute l'actualité de The Parent Show sur la page Instagram @TheParentShow. Moi je te dis à très bientôt et rendez-vous dans le prochain épisode de cette série de folie. XOXO, The Parent Show.